Fondamentalement, j'ai besoin d'avoir le sentiment de défraîchir un peu le terrain et de questionner un peu l'ordre établi. Il y a un peu, pas forcément de tout révolutionner tout en voyant bouler d'un coup, mais plutôt de me dire, mais ça se passe comme ça aujourd'hui, pourquoi ça se passerait pas autrement ? Et d'ailleurs, je pense que c'est cette vision-là qui me fait avancer. C'est-à-dire, si on me dit non, tu peux pas faire ça, tout de suite, ma première évidemment réaction, comme beaucoup de gens quand même, c'est mais comment ça, vous me dites que je peux pas faire ça, mais en fait, peut-être qu'on peut, moyennant telle et telle disposition, en fait, s'y arriver. Enfin, c'est comme s'il y avait comme ça une espèce de besoin de repousser les limites pour avancer, pour avoir le sentiment d'avancer. Beaucoup de gens ont cette réaction, mais peu passent à l'action derrière. Ça vient d'où ça, ce besoin de rebondir, de vouloir passer à l'action, de prouver que autre chose est possible? C'est une très bonne question. Je pense que j'ai dû être exaspérée par les heures de réunion où tout le monde parle autour d'une table et en fait rien n'avance et en fait, on finit par se dire, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette réunion qui est censée être une réunion autour d'un projet et on a perdu du temps et en fait, il s'est pas passé grand-chose. On est dans un petit cercle un peu d'entre-soi, donc c'est pas... Et du coup, je pense que c'est aussi un petit peu peut-être l'inspiration des pays, je dirais, en voie de développement, dans lequel le système D, c'est la manière de fonctionner au quotidien. Et on se pose pas la question, on fait en fait. Et après, on réfléchit. Alors, je dis pas que c'est tout le temps comme ça qu'il faut faire, mais parfois le passage à l'action. En fait, je suis une fervente défensrice du passage à l'action, évidemment bénéfique. Plutôt que ratiociner. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire de se dire qu'en fait, on apprend en faisant la plupart du temps, et c'est quand même un point de vue assez partagé, et que même si quand on a un peu d'expérience ou de pratique, j'ai toujours un peu été effrayée par ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'architectes de ma génération ou de la génération plutôt d'avant, mais je ne leur jette pas la pierre parce que la commande publique était faite comme ça. C'est-à-dire qu'ils construisaient en briques une fois, et après, ils ne faisaient que des bâtiments en briques parce qu'ils étaient reconnus pour construire en briques, et donc, s'ils faisaient autre chose, c'était plus eux. Et donc ça, premièrement, c'était un petit peu agaçant, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans une technique, et que du coup, il y a énormément de potentiel, et c'est encore plus vrai dans le réemploi, et dans l'idée que l'architecte est quand même censé être un peu, je dirais, mettre en musique, se poser la question de la limite du matériau sur lequel il intervient, et d'utiliser au mieux les limites et d'avoir l'intelligence de ce matériau pour le mettre en œuvre d'une certaine manière, et de pouvoir avoir un peu plus de dextérité que la personne qui n'a pas fait 5 ans d'études. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Mais et du coup, si on ne questionne pas la limite du matériau en tant que tel, on fera toujours des maisons en parpaing avec un double pente et des lucarnes, c'est sûr. Alors que quand on revient à une certaine sagesse ou connaissance de la matière, et qu'on se place dans une... je pense que l'architecte, en tout cas l'architecte, il est obligé de se poser cette question des limites et du dépassement des limites. Sinon, c'est pas vraiment de l'architecture, je pense. Les catastrophes climatiques vous ont beaucoup touché aussi? Oui, alors effectivement, comme tout le monde, après, je partage un certain niveau de scepticisme quant à notre capacité à vivre ensemble, d'une part, et à maintenir la planète dans ses limites actuelles. Mais par rapport à quoi? Par rapport aux autres pays? Non, de manière un peu générale, je pense qu'on on peut pas dire que l'évolution climatique soit très très positive. Donc je sais pas très bien où on va, et je pense qu'on a tous conscience qu'on a quand même de profondes transformations qui vont arriver dans les années à venir. Mais je sais pas, j'essaye de garder un peu l'idée que comment dire, qu'il y a une forme de résilience, c'est-à-dire que de toute façon, on va être obligé de s'adapter, on ne trouvera pas de méthode magique, ni dans les 10 prochaines années, ni dans les 30 probablement. Il y a eu
petit à petit, depuis les années 80, beaucoup de montée en puissance de ces alertes. Quand j'étais enfant, c'était la préservation de la nature. Il y avait beaucoup d'actions avec le WWF qui touchait les enfants. Enfin, nous, on avait quand même beaucoup de... Je pense que ça a quand même beaucoup marqué mon enfance, enfin l'enfance de ma génération, et qui sont montées en puissance petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de réchauffement climatique. On a commencé à en parler quand même dans les années 90. Et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus présent dans la conscience collective. Voilà, pour être partagé aujourd'hui quand même, la plus grande majorité de la population mondiale est assez convaincue qu'il y a un problème. Après, de savoir ce qu'il faut faire pour limiter la casse ou réduire le problème, c'est un sujet beaucoup plus compliqué, où chacun a effectivement un rôle à jouer, mais où les dirigeants ont majoritairement la main. Donc le sujet touche beaucoup de monde, mais après, quand ça concerne la sobriété, au niveau personnel, c'est un peu plus compliqué. Disons que voilà, chacun fait ce qu'il peut à son échelle. Donc voilà, moi je suis architecte aujourd'hui, je ne voyais pas me positionner autrement qu'en ayant une démarche engagée sur ces sujets du choix des matériaux, de manière de concevoir des bâtiments pour bien les orienter, enfin avec des réflexes somme toute très simples de conception, mais si c'était pas ancré dans ma pratique, je vois pas tellement quel intérêt ça pourrait avoir en ce qui me concerne. Alors je dis il y a peut-être des gens qui vont moins loin, chacun aussi met son niveau d'exigence. Il y a aussi des gens qui décident que c'est pas leur problème et que voilà, ils font de l'intérieur et que la moquette choisie n'est pas leur problème. Bon, voilà, c'est vraiment une question très personnelle de jusqu'où on met nos curseurs d'ajustement, est-ce qu'on est capable d'accepter ou pas. Et vous, pourquoi votre curseur est à ce niveau-là? Qu'est-ce qui vous a fait? Est-ce que c'est en tant que maman? Est-ce que c'est... Je pense que c'est une bonne question. Effectivement, en tant que maman, on est forcément, ou juste même pas forcément maman, je pense que naturellement, on peut avoir une sensibilité plus forte à l'environnement et à nos impacts. C'est une question d'éducation, je dirais presque. Et après, je pense qu'il y a aussi une forme de réaction par rapport à beaucoup de bullshitting ou de fausses bonnes idées comme le recyclage, comme en tout cas qui sont nées dans les années 2000 où tout le monde cherchait à trouver l'argument environnemental positif juste pour avoir une étiquette verte sur son projet. Et à force de voir ça, je pense que je suis arrivée à une forme d'exaspération, en fait, de me dire mais en fait ça sert à rien tout ça. Si on fait pas des choix un peu engagés, il ne se passera rien et on continuera à construire comme on construisait il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je dis pas que c'est simple, hein. Évidemment il y a toute une filière à mettre au point, il y a des questionnements au niveau du réemploi. C'est vraiment des choses qui doivent avancer collectivement. Mais je dirais, si on était plus nombreux à avoir une pratique engagée sur ces sujets-là, je pense que les décideurs auraient aussi un autre positionnement.